Chapitre 5. Elle vit. L'alarme retentit et réveille tout le monde en sursaut. Starker se précipite dans le poste de pilotage, suivi d'Aqualus. C'est l'alarme d'approche planétaire que le cristal Plansan a détectée, et tous s'apprêtent. Le vaisseau est maintenant satellisé autour d'Elvie. Contrairement à Kefren, cette planète est domestiquée, et Starker connaît une ville agréable qui pourra les accueillir. Vue de haut, la planète est un immense océan parsemé d'une multitude d'îles. La plus grande et la mieux aménagée est Sandepra. C'est ici que le vaisseau va se poser. La descente se fait à douce allure et la ville du bord de mer y apparaît très verdoyante. Les petites habitations y sont très dispersées. L'astroport est un peu plus en retrait derrière la mer et les habitations. L'Espérance se pose, et avant même que le vaisseau ait touché le sol, un groupe d'une dizaine d'indigènes se précipite vers lui. Sortant de la vedette, tous nos amis sont accueillis par le groupe d'hommes et de femmes au torse nu, vêtus très légèrement. Un des hommes sort du groupe. « Bienvenue à Sandepra, voyageurs. Quel est l'objet de votre venue ?»« Nous sommes de passage, répond Starker. Nous venons faire une étape de quelques jours afin de nous reposer. Nous pouvons vous héberger le temps qui vous plaira, dans la mesure où vous pourrez nous aider à faire quelques transports avec votre vaisseau. » L'homme, aussi désuet qu'il paraît, semble sortir d'un bain de soleil prolongé. Il doit être un des administrateurs de l'île pour pouvoir décider ainsi du prix à payer pour leur séjour. Aqualus n'aime guère ce genre de marché, mais rien n'est gratuit. « Qui êtes-vous, monsieur, pour pouvoir exiger de nous ce tel travail ?»« Je me nomme Actavi. Je suis le directeur de l'astroport et tous les voyageurs de l'espace doivent se soumettre aux quelques formalités que nous leur demandons, car sur notre planète, seul le troc est notre monnaie d'échange. Les étrangers doivent s'y soumettre afin de payer leur séjour. Bien, nous nous y soumettrons, je m'occuperai moi-même des transports, mes amis pourront se reposer pendant ce temps. Madame, à vous entendre, vous semblez avoir un fort caractère. Je suppose que j'ai affaire au chef de cette expédition. Bien, étant donné que les formalités sont terminées, mon équipe va vous diriger vers vos logements. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. L'accueil est à présent très convivial. Plusieurs véhicules à roues arrivent vers le vaisseau. Jacques trouve qu'il ressemble beaucoup aux voitures terrestres. Chacun est pris en charge et monte dans les voitures qui se dirigent vers la plage. Ils s'arrêtent devant une série de bungalows montés sur pilotis et les chauffeurs invitent leurs visiteurs à descendre des véhicules. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux bleus et aux cheveux bruns, désigne à nos amis leur résidence où chacun est accompagné par 3 jeunes autochtones. Les 3 hommes qui accompagnent Aqualus se présentent. L'un s'appelle J, l'autre Banu, et le 3e Imé. Nous sommes très heureux, dit Imé, de vous accueillir sur notre île. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez absolument de rien. Mais avant de la quitter, J dit d'un ton un peu sec. Actavi vous attend demain matin à 8 heures à l'astroport pour que vous vous acquittiez de votre tâche. Pour que vous ne soyez pas en retard, nous avons le plaisir de vous offrir cette montre qui donne l'heure d'Elvie, notre planète à 30 heures dans la journée. J tend à Aqualus une montre cristal tenue par un bracelet métallique. Je vous remercie, je suis très touché par ce cadeau. Aqualus prend la montre et la met autour de son poignet. Les 3 hommes partent. Aqualus fait le tour de son bungalow. À sa montre, il est déjà 22 heures. C'est le début de la soirée. Aqualus rejoint ses compagnons dans le bungalow d'à côté. Cléonis s'est déjà installée. Aqualus pénètre chez elle. « Cléonis, tu es déjà dans ton bain ?»« Oui, j'ai eu envie d'essayer cet instrument. Ne tarde pas, je vais rassembler les autres. Nous nous retrouverons dans mon bungalow dès que tu auras fini. » Après avoir retrouvé Starker et Jacques, Aqualus retourne chez elle. Sa cuisine est bien équipée et les victuailles sont en grande quantité. Elle sort quelques boissons pour recevoir ses amis. Tout le monde est maintenant réuni autour d'une table qu'Aqualus a généreusement garnie. Je tiens à vous dire que je suis inquiète, je n'ai pas confiance en ces hommes. Nous devrions nous méfier. Je ne ressens pas que des ondes positives depuis que nous sommes arrivés. Vous avez peut-être tort de penser cela de ce peuple, dit Starker. Je suis venu plusieurs fois ici, je n'ai jamais eu de problème. Que connaissez-vous d'eux ?
Je les ai observés à plusieurs reprises et parlé avec eux. C'est une civilisation rudimentaire qui n'a pas évolué comme les Lunis. Ils ont gardé la technologie du millénaire dernier. Ils connaissent les transports terrestres. Ils n'ont jamais pu ou voulu avoir des transports aériens ou sidéraux. Nous leur avons proposé à plusieurs reprises de leur en vendre, mais ils ont toujours refusé sous prétexte qu'ils ne sauraient les utiliser. En tout cas, ils savent profiter de notre matériel, car demain, j'ai rendez-vous pour effectuer un transport. Voulez-vous que je vous accompagne? Demande Jack. Il n'en est pas question. Vous et Starker avez voulu venir ici pour vous reposer. Alors, reposez-vous. Sinon, nous partons sur le champ. Puis-je venir avec toi? Demande Cléonis. Bien sûr. Toi, tu n'as pas comploté comme eux deux. Jack et Starker regardent Aqualus d'un mauvais œil, mais ne relèvent pas. Continuez à nous raconter ce que vous savez d'eux, Starker. Les Elviens, comme vous le savez, sont des Lunis qui sont arrivés sur cette planète il y a plusieurs centaines d'années. Le chef de l'expédition de l'époque trouva cette planète si agréable que lui et ses colons décidèrent de s'y installer définitivement et firent serment de ne plus jamais quitter Elvie. Pour sceller leur serment, ils détruisirent toutes les machines volantes qui les avaient transportés ici. Puis ils firent sécession d'avec Lunis. Ceci explique que ce soit ancré dans leur sang le fait de ne plus jamais voler. Ils ont quand même une industrie des moyens de production de l'énergie électrique, demande Jack. Oui, bien sûr, des usines entièrement automatisées produisent tout ce dont ils ont besoin, mais ce monde reste stable en population depuis longtemps. Ils n'ont pas besoin de bâtir d'autres bâtiments, d'autres maisons, ni d'autres usines. Le tourisme n'est pas développé, car cela leur donnerait trop de travail. Est-ce à dire que c'est un peuple paresseux? Demande Cléonis. Non, ils sont travailleurs lorsqu'il le faut. Mais avant tout, ils veulent bien profiter de la vie, du plaisir, des bonnes choses. Je crois que s'il doit y avoir un endroit idéal pour vivre dans l'univers, c'est ici. Tu veux dire le paradis? Demande Jack. C'est un terme que nous n'employons plus sur l'Unis depuis longtemps, mais je crois que c'est ce mot que l'on peut utiliser. Je vais vous raconter encore une chose qui est curieuse. C'est que les Lunis d'Elvie semblent avoir perdu leur pouvoir psyché depuis longtemps et qui fait bien défaut aujourd'hui. C'est bien curieux, Starker, interroge Aqualus. Quelle pourrait être la relation entre la perte de leur pouvoir intervenue et celle des nôtres actuellement? Le messager serait-il passé ici également? Cléonis, intrigué, regarde Aqualus. Je ne comprends pas ce dont tu parles. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Si tu veux rester avec moi ce soir, je te raconterai tout ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas fait lorsque nous sommes rencontrés avec Galide, car il nous a accueillis et nous a parlé comme s'il connaissait tout de nous, comme s'il avait parcouru notre vie entière. Finalement, je lui ai très peu parlé. Mon oncle savait tout de vous, il vous attendait et m'avait parlé un peu de vous la veille de votre arrivée. C'est là qu'il m'a donné le livre dont je vous ai parlé. Il m'a dit que j'allais partir très loin bientôt et que pour lui sa mission était bientôt terminée car des visiteurs prendraient le flambeau. À ce moment, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. À cet instant, Jacques se lève. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je vais me coucher. Bonsoir. Je vais me coucher aussi, dit Starker. Cléonis et Aqualus restent ensemble. Aqualus raconte à Cléonis leurs aventures. La montre d'Aqualus sonne et réveille nos deux femmes. Debout, Cléonis, nous devons nous préparer pour aller à l'astroport. Une fois prête, Aqualus aperçoit J devant sa porte. Il est dans une voiture. Je vous emmène? Aqualus et Cléonis s'installent à l'arrière du véhicule. J démarre, et la voiture a tôt fait d'arriver devant le bureau d'Actavie, qui les attend en prenant un copieux petit déjeuner. Aqualus y entre. Bonjour, pardonnez-moi, je ne connais pas votre nom. Aqualus, monsieur Actavie. Bien, madame Aqualus. Voilà ce que j'attends de vous. Vous irez sur Digger, chercher la plante de vie qui y pousse et me la rapporterait afin que mon peuple et moi-même puissions profiter de ses bienfaits. Je n'ai jamais entendu parler de cette plante, ni de cette planète. Elle existe. Je sais où elle se trouve. Dernièrement, un voyageur est venu et nous a décrit cette plante. Quiconque la consomme voit toutes les maladies disparaître et sa vie décuplée en longévité. On dit même qu'elle donnerait la vie éternelle. Lui-même avait consommé cette plante et disait avoir un âge inestimable.
Je suis désolé, je ne peux accepter ce travail. Mes amis et moi allons repartir aujourd'hui. Je peux vous indemniser de la journée passée sur votre île en vous donnant quelques nourritures et vêtements que nous stockons dans notre vaisseau. Désolé, Octavie, trouvez d'autres volontaires. Je n'ai que faire de vos bricoles que vous voulez me donner. Vous irez sur Digger et vous partez tout de suite. Aqualus sent le danger et se prépare à intervenir violemment pour se sortir de ce guêpier. Mais toute sa force l'a abandonnée. Elle est comme paralysée, totalement. Je vois que votre force vous a quitté. Vous la retrouverez si vous œuvrez pour moi. J vous a offert une montre qui a la particularité, en plus de donner l'heure, d'annihiler votre force psychique. Lorsque celle-ci est orientée contre moi, elle est programmée dans le but de votre mission. Si vous l'enlevez, vous mourrez foudroyé. D'ailleurs, il n'y a que moi qui ai la clé de ce bijou. Vous êtes diabolique, Octavie. Vous regretterez de nous avoir pris en otage. Personne n'est mon otage. Vos amis sont les bienvenus, et je crois qu'ils sont heureux d'être ici. Quant à vous, je veux juste m'assurer que vous mènerez ce travail jusqu'au bout. Un marché est un marché, et vous vous êtes proposé hier. J vous accompagnera pour s'assurer de la bonne suite de votre travail et il vous indiquera où se trouve la planète Digger et où trouver cette merveilleuse plante. Bon courage. Au revoir. Aqualus sort du bureau accompagné de J. Cléonis l'attend à l'extérieur. Cléonis va avertir Jacques et Starker que je pars pour un long voyage. C'est inutile. Votre ami vient avec nous, je crois. Oui, je viens avec toi. Cléonis sent que quelque chose ne va pas, mais ne dit mot. Aqualus voudrait la mettre en garde, mais aucun son ne peut sortir de sa bouche. J les fait monter dans la voiture, et tous trois se dirigent vers l'Espérance. Aqualus ouvre le sas d'accès du vaisseau. Elle entre, suivie de Cléonis et J. « Dans combien de temps pourrons-nous décoller ?» demande-t-il. Aqualus essaye de gagner du temps. « Il nous faut une demi-heure pour charger les batteries éthériques. »« C'est beaucoup trop long. »« C'est le temps qu'il faut. Si vous voulez faire mieux, prenez les commandes. »« Bon, d'accord, vous avez raison, mais n'essayez pas de me tromper, car je vous avertis que ma seule voix suffit à vous être fatale. Votre montre me comprend. » Aqualus sait que J est le détonateur de cet instrument diabolique et qu'il lui sera très difficile d'échapper à sa vigilance et de se débarrasser de lui. Bien, vous êtes le maître à bord maintenant, mais je vous demande d'avoir la décence de vous habiller correctement. Ici, nous ne sommes plus sur Elvie. Vous trouverez les vêtements dans le cabinet de toilette. Je vous accorde cette requête, Madame Aqualus, mais je compte bien vous retrouver moins vêtue dans d'autres circonstances. Premièrement, vous m'appellerez Général Aqualus. Deuxièmement, il n'y aura pas d'autres circonstances, est-ce clair? Non, crie J. À ce moment, Aqualus ressent une douleur intense, comme une décharge électrique dans son bras prisonnier. Comprenez-vous maintenant? Il se dirige vers le cabinet de toilette. Cléonis se rapproche d'Aqualus et lui prend son poignet. C'est cela notre prison. Il faudra s'en séparer. C'est impossible, Cléonis. Non, ce n'est pas impossible. J a trouvé des vêtements, et il regagne maintenant le poste de pilotage. C'est un homme de 30 ans environ, de taille moyenne, et déjà assez corpulent. Le visage rond et les cheveux roux et longs qui lui tombent en bas du dos. Vous êtes prête? Nous pouvons décoller? Bien sûr, à condition que nous sachions où nous allons. Voilà les indications. Il tente un disque de cristal qu'Aqualus introduit dans le lecteur universel. Elle programme le cristal pensant et l'interroge sur le temps de trajet. 63 jours lunis? Vous avez un problème? Non, non, ça va. Aqualus met en route la propulsion gravitique et le vaisseau s'élève rapidement. Elle pense. 130 jours, si tout va bien, pour revenir chercher Jacques et Starker. Non, je ne préfère pas y penser. Allons-y. Le vaisseau vient de quitter la stratosphère. Aqualus le programme et pousse la propulsion stellaire à fond. L'Espérance traverse le ciel et disparaît comme une étoile filante, en laissant derrière lui quelques scintillements d'éther ionisé. Jacques se réveille. Une charmante jeune femme, installée sur un fauteuil devant lui, lui sourit. « Bonjour, noble voyageur. As-tu bien dormi pour la première nuit passée à Sandépra ?»« Non, plutôt mal.
Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé que tu n'aimerais pas te retrouver seul à ton réveil. Alors je t'ai préparé un petit déjeuner. Merci pour cette aimable attention, mais je préfère rester seul et puis je vais rejoindre mes amis lorsque je serai debout. Les deux femmes? Elles sont parties ce matin de bonne heure. Jacques a oublié qu'Aqualus et Cléonis devaient faire un transport aujourd'hui. Aqualus, tu n'es même pas venu me dire au revoir. Oh non. Et Jacques se remet la tête sous les draps. La jeune indigène se rapproche de lui pour le consoler. Rassure-toi, je peux rester avec toi toute la journée en les attendant. Elle glisse une main sous les draps, lui caresse le dos. Au bout de quelques instants, Jacques émerge des draps et lui dit: Tout compte fait. J'accepte ta proposition, apporte-moi ce petit déjeuner. Je savais que tu voudrais bien. Je vais te faire goûter les spécialités de l'île. Elles sont faites pour notre plaisir. Le déjeuner passé, Jacques rejoint la salle de bain. Il fait couler un bain. L'eau de la baignoire coule rose et parfumée. Jacques s'y plonge. La jeune femme reste dans la maison. Gagne la salle de bain. Jacques, qui ferme les yeux, sent un corps se glisser auprès de lui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je viens juste t'accompagner dans ton bain. Il la laisse dans le bain avec lui. Après tout, Aqualus n'avait qu'à être plus chaleureuse avec lui. Starker est sur la plage, allongé à côté d'une superbe femme, lorsque Jacques le rejoint, accompagné de son ami du jour. « Tiens, toi aussi tu t'es fait happer par ces adorables créatures, dit Starker. Oui, comme tu le dis. Tu sais qu'Aqualus et Cléonis sont partis ce matin de bonne heure? Oui, je les ai vus partir. Sais-tu quand elles reviendront nous chercher? Non, mais je pense qu'elles reviendront ce soir ou demain matin. N'y pense plus. Profitons de cette magnifique journée. En effet, il fait beau, le soleil est chaud, le ciel est d'un bleu très pur et sans aucune brume, et l'horizon de la mer s'étend à perte de vue sur un bleu marine parfait. Le sable de la plage est presque blanc d'une finesse surprenante. Jacques s'allonge sur le sable, et sa nouvelle amie le rejoint. Ils se laissent caresser le dos, et petit à petit, leurs corps se rapprochent. Le soir, une fête est préparée. Plus tard, dans la nuit, Jacques quitte la fête et regagne son appartement avec sa nouvelle amie. Digger est encore très loin. Le vaisseau fonce à travers l'espace. Cléonis et Aqualus prisonnières voguent depuis plusieurs heures. Aqualus n'a pas quitté le poste de pilotage. Elle se retourne vers J. Le voyage est trop long pour que nous nous fassions éveiller. J, je n'ai pas envie de vous avoir toujours derrière moi pendant tout le trajet. Nous pourrions passer une bonne partie du trajet en chambre de cryogénisation. Qui pilotera le vaisseau? Le cristal pensant. Je n'aime pas trop cela. Si nous dormons tous, vous êtes bien capables de vous arranger pour que je ne me réveille pas avant longtemps. Vous devrez rester sous ma surveillance, donc il n'en est pas question. À moins que... Aqualus se dit qu'il faut qu'il accepte. Une fois qu'il sera congelé, elle arrivera peut-être à le neutraliser. Finalement, vous avez raison, vous passerez le voyage en cryogénisation. Comme cela, vous ne pourrez pas comploter contre moi. Et vous, interroge Aqualus. Moi, je resterai éveillé. Comme ça, je pourrai mieux vous surveiller. Aqualus est désemparée. Elle s'est piégée elle-même. Elle se met à penser qu'elle ne reverra peut-être jamais Starker, et surtout Jacques, pour qui ses sentiments lui apparaissent, et qu'elle a bien malmené ces derniers temps. Alors, Aqualus, vous ne dites mot? Vous ne voulez plus être congelé? Cela m'est égal, je m'en remets à mon destin. Lui seul décide de mon avenir. Le vôtre aussi. Quelle sottise! Mon avenir est ce que j'aurais décidé. Maintenant, faites en sorte que le vaisseau continue sa route sans problème pendant votre sommeil. Je vais programmer le cristal pensant pour le voyage. Cléonis, tu peux montrer à J sa cabine. Il prendra celle de Starker. Puis, présente-lui les réserves alimentaires et les parties habitables du vaisseau. Voilà une bonne initiative. Je vois que vous vous occupez un peu de moi. Je vous déteste, J, mais mon peuple est courtois et humain envers tous. Je me disais aussi, mais peut-être que votre ami Cléonis sera plus aimable que vous. Cléonis, vous resterez avec moi pendant le voyage et m'aiderez à passer le temps. Voilà où il voulait en venir, pensa Aqualus. Il veut nous séparer afin de profiter de Cléonis. Mais Cléonis est vive, elle a compris. J, je veux bien rester éveillé durant tout le voyage, mais si vous touchez à mon corps, je vous promets que je vous tuerai.
J'en ai les moyens. Je ne suis pas emprisonné comme Aqualus. Méfiez-vous. Si je meurs, Aqualus mourra. Si mon cœur s'arrête, le bracelet le détectera et ce sera la fin. Je veux mourir maintenant, crie Aqualus. Vous pouvez me tuer, J. Cléonis, tue-le. Pas maintenant. Aqualus, c'est trop tôt. J sent que la situation lui échappe, et le visage blême, il dit. Je préfère les femelles de mon île. Cléonis, vous suivrez Aqualus à la congélation. Merci, J. Je savais que vous étiez raisonnable. Aqualus pense. Bien joué, Cléonis. Je ne sais pas si tu dis vrai, mais il a eu peur. Suis-moi, Cléonis, nous allons nous préparer. Aqualus et Cléonis apparaissent à l'entrée de la chambre, entièrement nus et rasés. C'est un plaisir de vous voir ainsi. Quel dommage de ne pas pouvoir profiter ensemble de nos sens. Finalement, je regrette un peu de ne pas vous accompagner. Cela aurait été une circonstance pour nous retrouver moins vêtus. N'est-ce pas, Aqualus? J. Vous êtes un abject, un obsédé sexuel, vous êtes un minable. Viens, Cléonis, laissons-le seul. Il aura tout le loisir de se masturber. Elle s'allonge, le gaz pénètre dans la cabine, les deux corps s'engourdissent. Aqualus pense une dernière fois et se dit « Je t'aime, Jacques, je t'aime. » Au petit matin, lorsque Jacques se réveille dans les bras de Niva, il passe une main sur son corps chaud et caresse sa poitrine. La nuit a été courte. Après s'être éclipsés de la fête, Jacques et Niva se sont couchés ensemble et la nuit s'est passée dans une chaleur et une moiteur intense. Ils se sont aimés, autant qu'ils ont pu, dans l'insouciance et l'oubli des autres, jusqu'à la douleur et l'épuisement. Il ne connaît pas cette fille qui dort auprès de lui, mais elle sait si bien caresser que nul homme ne peut résister à une créature aussi douce et jolie au premier instant où elle vous touche. Jacques pense, tant pis si Aqualus revient tout à l'heure et me découvre dans les bras de cette femme. Elle doit comprendre qu'elle n'aurait jamais dû me traiter aussi froidement et partir ainsi. Il se rendort d'un sommeil profond. À son réveil, il découvre que deux autres filles se sont introduites dans son lit. Maintenant Niva et ses amis caressent Jacques et l'embrassent de toutes parts. Il veut se lever. Il lui est impossible de bouger. Les trois filles l'attrapent, le lèchent, la grippent et l'embrassent. Jacques se laisse faire, sans raison de partir, et sombre intensément dans le plaisir. Toute la journée continue entre la plage, les caresses, le plaisir de manger, l'amour et la fête. Starker a aussi fort à faire avec les créatures les plus formidables. Pas un instant nos deux amis ne se retrouvent seuls. Pas un instant ils ne s'ennuient. Pas un instant ils n'ont faim. Pas un instant ils n'ont soif. Pas un instant ils ne pensent aux autres, ni à Cléonis, ni à Aqualus, et encore moins à la graine d'étoile. Sur l'île de Sandépra, la vie est un plaisir permanent, où tout est fait pour la joie. Les loisirs sur terre, sur mer et sous la mer. Nul homme qui a visité Sandépra ne peut imaginer qu'un tel monde puisse exister. Nul homme qui a goûté à Sandépra ne peut la quitter. Jacques et Starker, dans l'oubli de leurs amis, visitent l'île dans tous ses aspects, y côtoient toutes les vies autant qu'ils peuvent, mangent tout ce qui se mange, boivent tout ce qui se boit, jusqu'à en boire le sang, le fluide de l'île et de la planète entière. Enfin, au bout de 60 jours, Jacques et Starker sont sans Sandépra jusqu'au fond de leurs cellules.